Mesdames, Messieurs, bonjour. Cher Tidiane Gadio, bonjour. Bonjour Mamoudou. Ancien ministre des Affaires étrangères, leader du mouvement panafricain et citoyen, Louis Jotna, député élu sur la liste du pôle alternatif 3e voie, Sénégal d'Aïdem. Vous me permettrez de dire merci, un grand merci à Antoine Diouf qui a présenté votre émission Le Grand Jury pendant les 3 derniers mois. Nos techniciens et l'équipe digitale se retrouveront dans ces remerciements. Très ravi donc, chers auditeurs, de vous retrouver. Cher Tidiane Gadio, les nombreux internautes qui nous suivent d'ailleurs vous ont posé plusieurs questions via les réseaux sociaux et nos applications GFM et vous disponibles sur Android et sur Apple Store. Vous êtes toujours entre 2 avions malgré votre départ du gouvernement de l'ancien président Abdoulaye Wade en 2009. Vous continuez à parcourir le monde. Ministre des Affaires étrangères un jour, ministre des Affaires étrangères pour toujours. Peut-on le dire à votre propos? Merci Mamoudou. Merci encore une fois de me donner l'opportunité de partager avec vos auditeurs un certain nombre de questions importantes qui touchent à notre pays, à notre sous-région et à notre continent. Je crois qu'effectivement, une fois qu'on a le virus des affaires internationales ou des relations internationales, virus de la diplomatie, il est difficile de s'en débarrasser. Je crois qu'en général, les virus ne guérissent pas. Une fois qu'ils sont dans le corps, ils s'installent très, très durablement. Et il faut dire aussi que avant d'entrer dans cette vie internationale, ce qu'on appelle la vie internationale, j'ai quand même travaillé à la Banque mondiale. Avant ça, j'ai travaillé pour une école de formation internationale, SIT dans le Vermont, ce qui me faisait faire le tour du monde, le tour de l'Afrique. Et depuis mon jeune âge, je me suis toujours intéressé. J'ai regardé par-delà mon pays. J'ai toujours été intéressé par Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop, une vision globale du monde, de l'humanité et tout ça. Et ça ne va jamais me quitter. Je crois que je vais continuer ce combat pour toujours. Et effectivement, comme vous dites, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un pays d'Afrique ou dans un coin du monde, la crise nord-coréenne avec les États-Unis, je me mets à réfléchir. La crise malheureuse en Sierra Leone, ce qu'on a eu, le grand deuil qui a frappé ce pays frère, je me mets à réfléchir. Et c'est pour ça que j'ai créé un institut panafricain de stratégie. Non pas pour être un ministre des Affaires étrangères, parce que ça, c'est une autre vie. Ça peut gêner, non, parfois, non? Je veille. Ça dérange certains. Je veille scrupuleusement à éviter toute confusion. Il arrive effectivement que certains médias m'appellent et ils m'interpellent presque comme on interpelle un ministre des Affaires étrangères. Alors je dis, écoutez, je connais le ministre des Affaires étrangères du Sénégal ou de la Mauritanie ou du Mali qui peut répondre à votre question. Je ne suis pas habilité, je n'ai pas cette fonction, je ne l'habite plus, un autre l'habite et c'est à cette personne qu'il faut s'adresser. Donc la confusion peut exister, mais je crois que quand même les Sénégalais apprécient globalement le fait que la démarcation est très nette dans mon esprit et je fais très attention pour éviter tout ce qui peut amener un manque de consensus national sur les questions diplomatiques et les questions de souveraineté internationale du Sénégal. Avant d'aborder la question du terrorisme, parlons justement de la Sierra Leone, un pays sinistré avec près ou plus de 400 morts dans des inondations, une catastrophe qui frappe un pays d'Afrique, pauvre d'ailleurs, et qui rappelle le drame haïtien il y a quelques années. Quelle réflexion vous inspire le drame sierra-léonais? D'abord, un sentiment de compassion et de solidarité profonde pour un grand pays de notre sous-région que nous aimons et que nous respectons. Je connais personnellement le président Baye Koroma, je connais beaucoup de ses ministres et de ses cadres. Je suis profondément touché par ce qui est arrivé en termes de l'état aussi d'impréparation globale de nos États par rapport à la protection civile, n'est-ce pas? Quand Ebola a frappé la Sierra Leone, justement, le Libéria et la Guinée, la réponse de l'Afrique a tardé. Il a fallu qu'on atteigne un chiffre record de 2000 morts ou 3000 morts pour commencer à voir se mettre en place la réaction africaine. Dans ce cas-ci aussi précis, je n'ai pas entendu tout de suite transformer cet élan de solidarité des Africains en avion, n'est-ce pas, qui débarquent des forces de protection civile, des sapeurs-pompiers du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée. Il y a eu des condoléances qui ont été présentées, des délégations envoyées et même des enveloppes d'argent. Ce n'est pas suffisant? Non, pas du tout. Moi, je souhaiterais
que la solidarité africaine se traduise par des prises de décision rapides en termes de allons sur le théâtre d'opération, allons voir ce qu'on peut faire sur place, que nos officiers supérieurs en protection civile, sapeurs-pompiers, qui ont une grande compétence, qui sont connus et respectés à travers la sous-région, reçoivent l'ordre politique que ce qui frappe la Sierra Leone frappe le Sénégal et que nous sommes immédiatement interpellés et qu'on puisse s'y rendre. Cette forme de solidarité africaine pourrait émouvoir le reste du monde parce qu'on n'a pas les moyens. Au-delà du Sénégal, c'est l'Union africaine, Exactement. c'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO, oui. C'est l'Union africaine. Oui. D'abord, chez nous, dans la tradition, c'est le voisin immédiat qui accourt avec son seau d'eau pour aider à éteindre l'incendie. Mais quand le bruit se répand, c'est tous les autres quartiers qui arrivent en courant. Donc, pour utiliser cette métaphore, ce sont nous, les pays les plus proches, la CEDEAO comme institution. Il me semble que parfois, dans des cas comme ça, un sommet extraordinaire, une rencontre d'urgence des ministres concernés, même si ce n'est pas un sommet de chefs d'État, des ministres chargés de la protection civile, de la sécurité publique, on doit, dans les 48 heures, n'est-ce pas? Vous préconisez cette rencontre-là aujourd'hui? Mais absolument, c'est impératif de voir des avions venir des États-Unis faire 8000 km de vol, alors que nous sommes à 800 km ou à 500 km de vol. Ça me pose problème. Il faut que les Africains, encore une fois, solution africaine aux problèmes africains. C'est très, très important. En plus de la distribution de vivres, comme cela arrive souvent, venant des puissances occidentales ou de l'ONU. C'est un spectacle qui n'est pas bon pour le moral des jeunes Africains. C'est ce que j'appelle un peu les séquelles du colonialisme, de l'esclavage, d'un passé africain très lourd, qui ont laissé des cicatrices profondes dans la jeunesse africaine. Nous avons un travail, depuis les Cheikh Anta, les Nkrumah et les autres, un travail pour de mener le combat pour moraliser, remonter un peu l'estime de soi, n'est-ce pas, des jeunesses africaines, des populations africaines. Parfois, on le fait sans moyens, sans ressources. On le fait simplement par sa dignité, par son engagement. Et je pense que nos chefs d'État et nos leaders devraient beaucoup réfléchir sur cela. Le Burkina Faso, avec le terrorisme qui a encore frappé, dernier attentat de Ouagadougou ou à Ouagadougou cette semaine avec un bilan de 18 morts. Un malheur ne venant jamais seul, le Burkina Faso vient de perdre aussi son président de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, décédé à Paris à 60 ans des suites d'une maladie. Vous l'avez connu? J'ai connu Salif et j'ai eu beaucoup d'estime pour lui. C'est un Sénégalais entre guillemets. Quelqu'un qui aimait beaucoup Dakar, qui aimait beaucoup le Sénégal, qui a étudié à l'université Cheikh Anta Diop, qui laisse un grand vide au Sénégal, peut-être pas autant qu'au Burkina, mais au Sénégal, où j'ai été très affecté ce matin quand j'ai appris son décès. Je le savais un peu malade. On en a parlé même une fois quand il était ambassadeur à Vienne, en Autriche, parce qu'à un moment, il avait était éloigné de son pays, mais il n'avait aucune amertume. C'était un homme de vision. Nous avons eu quelques différences dans le passé sur la question de Thomas Sankara, n'est-ce pas? Parce que moi, j'étais bien entendu plus proche du camp Sankara. Mais le passé, on est en Afrique. Quand quelque chose de ce genre se produit, on pense plutôt à prier pour lui, à prier pour le repos de son âme. Et il a été un acteur majeur de la vie politique du Burkina depuis les années 80, 90 et par la suite. Ensuite, la révolution citoyenne burkinabé, il a eu l'intelligence politique de se positionner rapidement pour soutenir le mouvement citoyen et accompagner le changement et donc la fin du régime de Blaise Compaoré. Oui. Donc Salif est un acteur majeur et comme vous le dites, c'est dommage que ce qui est arrivé, sa disparition, corresponde à cette grande tragédie. Absolument, il disparaît à un moment où son pays avait plus que jamais besoin de lui et est en deuil, 18 morts dans un attentat. Justement, est-ce que cela veut dire que le Burkina, mais au-delà du Burkina, l'Afrique sont devenus aujourd'hui une cible privilégiée, pour ne pas dire une proie facile pour les terroristes? Alors, tout à fait d'accord avec votre formulation. Vous savez, au niveau de l'Institut panafricain de stratégie que j'ai l'honneur de diriger, nous avons attiré l'attention et nous tirons sur la sonnette d'alarme depuis deux ans au moins, peut-être même un peu plus, que l'Afrique, retenez bien l'expression, l'Afrique est en train de devenir progressivement l'épicentre du terrorisme mondial. Et je pèse mes mots. Parce que les terroristes modernes
ce sont des universitaires, des intellectuels, des stratégistes, des ingénieurs informaticiens, des financiers. C'est des gens qui, comme vous et moi, savent faire un certain nombre d'analyses. Des gens intelligents. Mais oui, non seulement intelligents, mais qui savent utiliser les moyens modernes de communication, les instruments d'analyse modernes. Et ils ont compris ce que beaucoup n'avaient pas compris en Afrique et devraient comprendre, que nous avons bâti des États qui ont des problèmes pour être viables, des États qui sont vulnérables par essence, particulièrement dans le domaine de la sécurité. Et ils ont compris, entre guillemets, que nos États étaient prenables. Parce que voir quand même des organisations terroristes au Nord Mali se stabiliser dans cette partie du pays, et à un moment décider que le moment était venu de prendre le Mali. Et prendre le Mali, c'est prendre le cœur du Sahel, c'est prendre le symbole d'une de nos plus grandes civilisations. C'est une attaque, j'allais dire une attaque frontale contre l'Afrique, contre notre patrimoine historique, notre patrimoine culturel, notre patrimoine intellectuel et même notre patrimoine religieux. Imaginez qu'ils sont allés attaquer des mausolées de saints. Et de saints quoi? De saints africains. Et qu'est-ce que ça veut dire par rapport? Est-ce qu'il n'y a même pas une dose, quelque part, de racisme, de comportement anti-africain de ces gens qui sont venus nous apprendre ce que nous, on a propagé en grande partie aussi dans le monde, n'est-ce pas, en Afrique, la religion musulmane. Et une ville où on a 333 saints, c'est une ville sainte. Oui, mais parfois aussi, c'est des Africains qui font ça. Quand on parle de Boko Haram, c'est des Noirs, vous et moi, qui agissent aussi. Tout à fait. Oui, vous serez facilement d'accord avec moi sur une formulation. La meilleure façon pour une idéologie de réussir, c'est de faire prendre en charge sa vision par les personnes qu'elle opprime. C'est-à-dire que vous allez... partout en Afrique, même les régimes tyranniques, dictatoriaux, sont pris en charge par certains citoyens, parfois un grand nombre de citoyens. Quand l'idéologie de ces gens arrive, conjuguée un peu avec l'état général de délabrement de nos pays et de nos économies, avec des armées où vous trouvez des compétences extraordinaires, mais sans ressources, sans moyens. Ils se disent que voilà des pays sur 1 million de kilomètres carrés, avec des armées de 10 000 hommes, 15 000 hommes, qui ne peuvent même pas protéger 50 000 kilomètres carrés du territoire, que objectivement pour eux c'est des no man's land. Vous vous rappelez, quand ils construisaient des aéroports pour faire atterrir leurs avions, Air Cocaïne, quand ils ont compris qu'ils avaient de vastes champs où ils pouvaient établir des États qui ne disaient pas leur nom, ce qu'on appelle l'économie criminelle. Ils l'ont mise en place. Trafic de drogue, trafic d'armes, trafic de stupéfiants et trafic aussi d'êtres humains. Et même la migration. Ils ont commencé à réorganiser l'économie dans nos pays et encore une fois, ils ont saisi la vulnérabilité fondamentale de nos États. Et ça, je crois qu'on devrait en parler. Cher Tidjane Gadio, invité du grand jury, il y a aussi des questions d'auditeurs, d'internautes. Mohamed Habib Touré qui dit, mais est-ce que le terroriste ou le terrorisme islamiste n'est pas un terme galvaudé vu les événements qui viennent de se passer à Ouagadougou où des imams et des prêcheurs ont été froidement exécutés avec d'autres personnes? Est-ce que le terrorisme a une religion? Une autre question d'Abdoulaye Ndiaye. En Afrique de l'Ouest, les terroristes attaquent régulièrement le Mali et le Burkina Faso. Ces deux pays ont-ils une particularité au point d'être la cible des djihadistes même si personne n'est à l'abri? La première question est une très bonne question. Comme vous l'avez noté, je ne dis jamais terrorisme islamiste, terrorisme musulman, etc. Je récuse ces concepts-là parce que comme je vous présentais ces terroristes qui ont une sorte d'international criminel. Au plan économique, ils sont structurés, ils ont une vision et ils déploient leur programme et leur vision. Les références parfois même à l'islam disparaissent dans leur démarche, n'est-ce pas? Et on n'a jamais entendu parler de terrorisme chrétien quand c'est des extrémistes chrétiens qui commettent ces crimes-là. Donc il n'y a pas de raison de stigmatiser une religion. Et c'est arrivé. Mais c'est absolument arrivé et c'est une grave erreur. Et à la limite, contrairement à ce que l'on pense, ça renforce et ça développe des formes d'engagement chez des jeunes musulmans, particulièrement déroutés un peu par le fait qu'ils se sentaient rejetés avant et qu'aujourd'hui ils se sentent encore davantage rejetés quand
ils présentent leur passeport, on voit le nom Mohamed, les gens écarquillent les yeux, ont peur d'eux, on les contrôle, on les fouille dans les aéroports. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de semer la graine un peu de la révolte qui peut mener à des actions extraordinaires de la part de ces jeunes? Donc, il a parfaitement raison. Maintenant, le Burkina et le Mali. Oui. Et le Sahel en général. Pourquoi le Burkina et même la Côte d'Ivoire? Et même la Côte d'Ivoire. Oui. Alors, d'abord, le Mali, le lien avec la Libye a été établi. Hein. Quand les Occidentaux ont décidé de retirer Kadhafi de la scène politique libyenne et africaine et de le liquider, entre guillemets, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'en finir avec le régime Kadhafi. Et à l'époque, vous avez vu la manière dont ils l'ont fait, en éloignant même les Africains de toute possibilité de solution, y compris de solution pacifique. Même quand nos dirigeants, la délégation des 5 chefs d'État, cette délégation a voulu se rendre en Libye pour parler à Kadhafi, essayer même de le convaincre peut-être d'accepter de partir, il a fallu une autorisation de l'OTAN qui leur disent tel couloir peut être disponible à partir de tel moment, dépêchez-vous, faites ce que vous avez à faire et ressortez. C'était inacceptable, Mamoudou. Et le fait de continuer d'ailleurs à éloigner l'Afrique de la solution de la crise libyenne est une très grave erreur. Il y a eu une belle initiative du président français récemment, réunir les 2 grands protagonistes de la crise libyenne. J'ai regardé ça en me disant, c'est bien, mais franchement, ce n'est pas de là-bas que viendra la solution. La solution sera africaine parce que la Libye est africaine. Et quand la Libye s'est effondrée, les jeunes Touaregs nés en Libye, de parents qui s'étaient exilés en Libye, Kadhafi avait cette capacité, entre guillemets, de vous récupérer votre opposition et de la garder chez lui, de les nourrir, de les entretenir. Bien entendu, ça lui donnait un moyen aussi par rapport à vous, hein, un moyen de pression, mais il a pu réussir certaines choses. Et quand on a cassé la fourmilière, ce qu'il en est sorti, tout le monde le sait. Moi, j'ai dit à un chef d'État, sans être prophète ni grand visionnaire, je lui ai dit à 9 mois avant que dès qu'ils auront fini avec Kadhafi, sachez que les gens vont quitter la Libye et vont venir envahir les pays du Sahel, et particulièrement votre pays était menacé. Ça, c'est réalisé exactement comme ça. Et maintenant, mais le Burkina, la Côte d'Ivoire... Mais justement, j'ai entendu quelqu'un dire que c'est parce que le Burkina fait partie du G5. Non, la première attaque contre le Burkina n'avait rien à voir avec les G5 du Sahel. C'était pas que le Burkina, les forces spéciales étaient en train d'être mises en place. Ça n'avait pas de relation. Il y a une stratégie globale. Je vais vous surprendre peut-être en le disant, mais on a appris qu'ils ont un objectif qui s'appelle le califat islamique du Sahel à l'horizon 2025. Ça, vous voyez, nos États, chacun se positionne avec émergence 2020, 2025, 2030, 2035 pour le Sénégal. Eux, ils ont le projet du califat islamique dans le Sahel à partir de 2025. Et donc, pour eux, le Mali, ils continuent le harcèlement systématique. Malgré toutes les forces en présence au Mali, les terroristes continuent leur travail. Et c'est un travail systématique parce qu'avant, c'était le nord. Après, ils ont commencé à frapper au centre. Et maintenant, ils frappent au sud. Et ensuite, la frontière avec le Burkina. Alors, le Burkina est un peu complexe parce que du temps de Blaise Compaoré, si vous vous rappelez, beaucoup d'otages libérés, Blaise Compaoré jouait un certain rôle. Il n'y avait aucune attaque contre le Burkina et beaucoup de médiations et de négociations se faisaient au Burkina. Certains en avaient même tiré des conclusions que Blaise avait une connexion avec eux et avait joué sa carte pour que son pays soit épargné. Bon, voilà. En tout cas, il a fallu qu'il parte pour que les actions commencent. Oui. Mais moi, je pense que c'est toujours la théorie du maillon le plus faible. Et ensuite, de temps en temps, essayer de déstabiliser des maillons qui ne sont pas forcément les plus faibles, comme la Côte d'Ivoire. Combien de tentatives d'attentats, combien d'attentats ont été déjoués en Algérie, ont été déjoués au Maroc, qui sont quand même des puissances de la zone très stables et très importantes. Mon point de vue global, c'est que nous sommes engagés dans un combat qui va être long et difficile. Et honnêtement, je pense qu'au plan paradigmatique, au plan conceptuel, au plan de la vision, il y a des lacunes importantes qu'il faut corriger. Le Premier ministre Mohamed Dionne a dit récemment à Dakar que le terrorisme ne vaincra pas l'Afrique. Le cas du Sénégal, justement, tout le monde sait que le Sénégal est également menacé parce que quand on parle du Mali, du Burkina et de la Côte d'Ivoire, cela devient même une évidence. Quelle posture pour le Sénégal? Vous aviez eu à alerter déjà par rapport au G5 Sahel. Faut-il adhérer aujourd'hui au G5 Sahel ou pas? Surtout que vous dites que le projet, c'est d'installer un califat islamique sur toute l'étendue du Sahel. Absolument. Quelle posture pour le Sénégal? Et le Sénégal est un éminent membre du Sahel.
et même membre fondateur du concept du Sahel. Vous vous rappelez le président Senghor avec le SILS, Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Vous et moi, on est du Fouta Toro. Nous sommes en plein cœur du Sahel dans le Fouta. On sait très bien que les gens du Djeri, même ceux du Dandemayo, nous sommes des Sahéliens. Donc on ne peut pas nous enlever cette identité. Et c'était une grave erreur, à notre avis, au plan paradigme de dire que nous allons prendre 5 pays du Sahel et ne pas prendre le Sénégal. J'ajouterai moi qu'un projet sur le Sahel qui exclut l'Algérie, qui exclut le Sénégal, qui exclut le Maroc, qui exclut le nord Nigeria, qui exclut le nord Cameroun, est parti pour être un projet handicapé au départ. Mais aujourd'hui, un moment, je me battais pour qu'on dise on change G5 en G6 et qu'on introduise, qu'on mette tout de suite le Sénégal. Que doit faire le Sénégal? Forcer la porte? Non, honnêtement, sans aller dans le fond, parce que je ne pourrais pas, j'ai discuté avec des chefs d'État membres du G5 Sahel qui étaient absolument partants pour que le Sénégal rejoigne et qui m'ont même dit l'avoir posé dès le départ, qui souhaitaient la présence du Sénégal. Et un des arguments que j'avais entendu qui était quand même très contestable, c'est que le Sénégal se portait mieux. Le Sénégal n'était pas immédiatement visé. Mais nous avons une frontière commune. Donc le Sénégal est responsable de sa non-adhésion au G5 Sahel. Non, on ne l'a pas invité, on ne l'a pas associé au projet au départ. Oui. À la limite, on l'a exclu du G5 du Sahel dès le départ. C'est ce qui est injuste. Oui, mais ces chefs d'État disent que le Sénégal a sa place, mais pourquoi ils ne l'ont pas invité? Mais est-ce que c'était les 5 chefs d'État qui voulaient la présence du Sénégal? Et les calculs qui étaient faits, à l'époque, la première fois que j'en ai parlé, je disais qu'on projetait une mise à disposition de 12 milliards de dollars américains pour le Sahel, etc. Est-ce que ce n'était pas ces considérations économiques qui voulaient qu'on n'élargisse pas les participants? L'autre considération, entre nous, les rivalités régionales, les rancœurs de l'histoire, il y a des choses très compliquées dans nos relations. Mais moi, je dis que si le Sénégal se porte mieux, c'est une raison supplémentaire pour que le Sénégal apporte son expertise, son expérience et vienne aider les autres pays de la sous-région. En plus, tout ce qui atteint et frappe la Mauritanie frappe le Sénégal, pour les liens que vous connaissez. Oui. La même chose pour le Mali. Donc, je n'ai pas du tout compris pourquoi notre pays a été isolé de ce point de vue. Maintenant, comme vous dites, nous ne pouvons pas forcer la porte. Oui. Mais moi, maintenant, je suis pour un concept 5 plus 5, G5 plus 5. C'est-à-dire G5, c'est les 5 fondateurs qui sont connus. Qu'on y ajoute le Sénégal pour les raisons qu'on vient d'expliquer, qu'on y ajoute aussi la participation, même à titre d'observateur du Maroc, qui est un des meilleurs pays en renseignement, et on lutte contre le terrorisme avec le renseignement. Je sais que le Maroc fait un excellent travail journellement pour contrer les attentats et les projets d'attentats. Et qui a dernièrement renseigné la France sur les attentats qui ont eu lieu en territoire français. La France, la Belgique, parfois même l'Espagne. En plus, l'Algérie a la plus grande expérience de lutte et de victoire contre le terrorisme avec les tragédies des années 90, plus de 150 000 morts, tenez-vous bien. On ne peut pas négliger cette expérience de l'Algérie, le renseignement du Maroc, l'expertise du Maroc. On ne peut pas négliger le plus grand PIB de l'Afrique, qui est le Nigeria, qui a le phénomène de Boko Haram en son sein, et dont la partie nord est une partie évidemment sahélienne. On ne peut pas négliger le Cameroun, qui est une puissance sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Heureusement que le Tchad en Afrique centrale, le Tchad est en train de jouer un rôle extraordinaire, mais qui se démultiplie dans tous les sens, au Mali, au Niger, au Cameroun, au Nigeria, et son budget ne peut pas le supporter, et le Tchad traverse des moments extrêmement difficiles, mais c'est un pays qui a aidé à sauver notre honneur et notre dignité en tant qu'Africains. Donc moi, je suis pour un G5 plus 5, pour qu'on combine nos efforts. Ça nous évitera, Mamoudou, de demander au reste du monde de venir financer cette opération des forces spéciales du G5. Au niveau de l'IPS, l'Institut panafricain, nous avons théorisé les forces spéciales africaines. Nous y croyons parce que quand on frappe Ouagadougou, la réaction des Africains, c'est quelle va être la prochaine cible? Qui d'autre va être attaqué? Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est comment faire pour reprendre l'initiative et ne pas la perdre durablement et laisser les terroristes décider. C'est quand Dakar, c'est quand Abidjan, c'est quand Ouagadougou. Il faut que ça cesse. Sur le G5, il y a quelque chose de paradoxal. Récemment, le président français Emmanuel Macron est venu assister à un sommet du G5 à Bamako, mais avant de venir, il a câblé, comme disent nos confrères de la presse écrite, son homologue sénégalais Macky Sall, qui s'est étonné également que le Sénégal ne fasse pas partie du G5. C'est quand même quelque chose de paradoxal. Très paradoxal, Mamoudou, très paradoxal. Et au début, avec mon gouvernement, on ne s'était pas bien compris. Il y a eu une sorte de, n'est-ce pas, j'ai arrêté de commenter cette question, mais j'étais convaincu que c'est une erreur stratégique fondamentale que 5 pays d'Afrique, encore une fois,
un grand nombre d'entre eux est d'accord avec nous que le Sénégal doit rejoindre le G5 du Sahel. Mais à défaut, trouvons une sorte d'arrangement, G5 plus 5, et si le Nigeria, le Cameroun, le Sénégal, le Maroc et l'Algérie apportent leur contribution, on ne va pas attendre que des donateurs extérieurs viennent nous donner les moyens dont nous avons besoin. Et il faut rendre justice à la formule solution africaine aux problèmes africains. Pourquoi on dit solution africaine aux problèmes africains? Après, on va à Bruxelles et à Paris demander de l'argent pour financer nos solutions africaines. Il faut qu'on mette la main dans la poche. Nos pays mettent 10 millions d'euros par pays, ça fait 50 millions, sur un budget de 450 ou plus, 440, 450 millions d'euros dont nous avons besoin par an. Et si c'est aussi difficile de lever ces fonds la première année, que va-t-il en être de la deuxième année? Alors que c'est vital pour la survie de nos États de régler cette question des attaques terroristes. L'économie de Burkina risque de s'effondrer, son tourisme risque de s'effondrer. Vous avez vu les conséquences en Tunisie. Le Mali est dans une situation exsangue alors que c'est un pays essentiel pour nous. Donc voilà que tous ces enjeux se mettent en place. Il faut qu'on sache que le danger est grand, il est sérieux. Ce n'est pas un danger de pays par pays, c'est un danger global. Dernière question diplomatique, cher Tidiane Gadio. C'est la question de Modou Pouy qui vous dit « Mais quelle analyse faites-vous de la politique étrangère du président Macky Sall au regard de tout ce qui s'est passé dans la sous-région ?» Et il y va de son commentaire « Échec de la présidence de la commission de l'UA, de la commission de l'UEMOA qui revient au Niger et la non-intégration du Sénégal au G5. » Question à laquelle vous avez déjà répondu. Et mon ami, dites-lui que mon ami Mamoudou Ibra va le renseigner sur ma position sur la question. Non, honnêtement, je commente difficilement et rarement les positions du Sénégal. Je me désole si mon pays ne réussit pas quelque chose. Je m'honore et je suis heureux que le Sénégal réussisse par ailleurs sur certains dossiers. Ce que j'avais dit comme simple peut-être conseil, quand on a un capital de compétences diplomatiques aussi importantes d'anciens ministres des Affaires étrangères, que ça aille de Moustapha Niasse à Jacques Bodin, Ibrahima Fall, Cheikh Tidiane Gadio. Nous sommes tous là et nous sommes tous à la disposition de la République et de notre pays. Je pense qu'il est possible pour un chef d'État, quels que soient les bords politiques des uns et des autres, de pouvoir les consulter parfois et d'avoir leur avis. Ça n'a rien à voir avec les qualités de son ministre des Affaires étrangères. C'est, comme on dit chez nous, c'est simplement un plus, n'est-ce pas, que de demander nos avis sur certaines questions. On peut donner des conseils. Nous sommes des patriotes, nous aimons notre pays. Nous l'avons prouvé en luttant pour ce pays sur le plan international. Moi, dans mon cas, presque pendant 10 ans. Donc, de ce point de vue, je pense qu'on devrait pouvoir changer les choses. Le Sénégal peut reconquérir sa place d'antan, être une locomotive en Afrique de l'Ouest, une locomotive dans le continent. Petit pays, grande puissance diplomatique, c'était ça que les gens disaient quand ils parlaient du Sénégal. On peut retourner à ce statut. Auriez-vous fait un bon candidat pour la présidence de la commission de l'UA? Il y a beaucoup de belles histoires autour de ça dont je reparlerai un jour. C'est encore trop frais dans les esprits, dans les mémoires. J'en ai discuté avec beaucoup d'autorités africaines. Il y en a même qui voulaient vraiment que mon pays me présente comme candidat. Là, vous nous faites une révélation. Non, je dis, il y en a qui le voulaient, effectivement, oui, et qui me l'ont dit, oui, qui le voulaient, qui le souhaitaient. Moi-même, j'ai posé un certain nombre de questions liées à ça, parce que ce n'est pas aussi simple que ça. À l'époque, on a discuté, par exemple, la question de la Commission de l'Union africaine et les francophones. La Commission de l'Union africaine et les Africains de l'Ouest. On a eu beaucoup de dirigeants de Diallo Telly, à Alpha Omar Konaré, à Edem Kodjo, à Ide Oumarou, à Essi Amara, etc. On a eu beaucoup de dirigeants. J'avais un peu de doute sur la pertinence de remplacer une présidente anglophone qui a fait un seul mandat par un Ouest-Africain francophone. Mais en même temps, après, on a vu le Tchad a réussi une très belle opération. Et moi, je m'en suis réjoui, je suis panafricain, que le Tchad dirige l'Union africaine, le Sénégal, le Congo, Brazza, RDC ou le Botswana. Franchement, ça ne me dérange pas du tout. Vous n'en aviez pas parlé avec le président Macky Sall? On n'a jamais eu la chance d'en parler. Très bien. Nous changeons de décor. Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, homme politique et qui a dirigé dernièrement aux élections législatives le pôle alternatif 3e voie Sénégal d'Aïdem. Vous avez eu un siège grâce au plus fort Est. C'est vous-même qui êtes élu parce que vous conduisiez la liste nationale. Vous allez siéger à l'Assemblée nationale, Cheikh Tidiane Gadio? Oui, tout à fait.
Tout à fait. Ça me semble être une expérience intéressante. D'abord, c'est le désir profond de mes camarades et de mes alliés. Ils ont tous souhaité qu'on respecte, disons, cette décision du peuple. Si tant est que ces élections, dont vraiment, franchement, la transparence et l'organisation globale ont posé énormément de problèmes aux Sénégalais. Ça n'a pas été des élections transparentes? Écoutez, quand dans des milliers de centres de vote dans le pays, les gens nous disent qu'ils n'ont pas trouvé notre bulletin de vote, notre coalition, et il n'y avait pas que nous, d'autres coalitions se sont plaintes de la même chose. Ensuite, dans des centres de vote, on renversait notre bulletin de vote, de sorte que les gens ne pouvaient pas reconnaître. En cherchant dans 47 bulletins de vote, ils passaient du temps, ils sortaient nous dire on ne trouve pas vos bulletins de vote. On leur dit allez entre tel bulletin et tel autre, peut-être que vous trouverez notre bulletin. Ensuite, on a eu des bulletins de vote sans la photo du leader, donc les gens ne pouvaient pas reconnaître. On a eu des bulletins de vote sortis d'un magasin pour qu'on les amène sur la table parce que nos camarades ou nos sympathisants ou les électeurs qui avaient choisi de voter pour nous n'ont pas trouvé le bulletin de vote. Globalement parlant, je crois qu'il y a une sorte de consensus. Nous avons fait une déclaration publiée hier pour dire que c'est l'élection probablement la moins bien organisée, pour parler un langage diplomatique, ou pour dire la plus mal organisée de ces dernières années. Beaucoup la comparent aux élections de 96. Il y a eu un cafouillage extraordinaire, des gens qui ne retrouvaient pas leur nom dans le bureau de vote habituel. La rétention des cartes. On a vu ce que le Parti socialiste, dans son histoire sombre, faisait. On l'a vu en 2017 au Sénégal, c'est-à-dire des gens dans les quartiers qui ont des sacs avec 100 ou 200 cartes d'électeurs et qui nuitamment vont chez les gens pour leur remettre leurs cartes, etc., sans récépissé, sans pièce d'identité, pour prouver. On a vu un festival de comportements tout à fait inacceptables, et en plus maintenant des gens qui réveillent les gens avec les mallettes d'argent, qui donnent des 10 000 par là, des 20 000 par là, des 15 000 par là, qui inondent une ville qui pouvait passer de l'autre côté avec de l'argent à la veille, qui donnent des véhicules. On a vu ce qu'on appelle l'achat de conscience. Et pourtant, c'est pas une bonne chose. Et pourtant, il y a cette réaction du ministère de l'Intérieur aux accusations de fraude. Dans un livre blanc en réponse à celui de la coalition gagnante Wattu Sénégal de Maître Abdoulaye Wade, la Direction générale des élections parle de tissu de contre-vérité. Elle estime que le scrutin a été sincère et reflète la volonté populaire. Vous n'êtes pas en phase avec la DGE? Alors, deux choses. Respect et grande considération pour les techniciens, les grands fonctionnaires, les grands commis de l'État qui ont travaillé dans ce dossier. Mais il va sans dire qu'eux-mêmes savent que pour la première fois, quand ils organisent une élection avec 47 listes, avec des cartes d'électeurs qui n'ont pas pu être imprimées, tout simplement être fabriquées, des cartes d'électeurs qui ont disparu et qui ne pouvaient pas être retrouvées, des cartes d'électeurs qui se retrouvent dans les maisons des citoyens qui sont distribuées nuitamment, ça ne peut pas être forcément leur faute, parce qu'eux, ils ne sont pas dans le volet politique, la gestion politique des élections. Et c'est là le deuxième point. Oui, nous demandons à ce que le ministre de l'Intérieur du Sénégal, nous l'avons demandé plusieurs fois, le président a opposé une fin de non-recevoir. Donc c'est peut-être une cause perdue. Que ce ministre ne soit pas politique. On ne peut pas être membre du bureau politique de l'APR, aller discuter la stratégie de l'APR pour gagner les élections et après passer de l'autre côté, être le ministre de tous les Sénégalais, qui met tous les Sénégalais au même pied d'égalité et qui gère les élections dans l'intérêt de tous les partis, opposition comme pouvoir. C'est très difficile humainement. Le président Macky Sall, à l'époque, avait raison de récuser Ousmane Ngom comme ministre de l'Intérieur du Sénégal. Il l'avait fait? Il l'avait fait, et il y a une déclaration où il explique pourquoi Ousmane Ngom ne peut pas être le ministre en charge des élections. Et donc, de la même manière... Et il me semble qu'un ministre délégué aux élections avait été nommé. Non? De sorte que nous, la conséquence qu'on en tire, c'est que ce n'est pas personnel. On n'a rien contre le ministre Abdoulaye Daouda Diallo, qui se trouve être un parent de sang avec moi, et que je respecte beaucoup, et je suis honoré, notre famille est honorée qu'il soit là où il est. Mais s'il était le ministre de la Sécurité publique, le ministre qui se charge, et déjà il a les mains pleines avec tout ce qui se passe dans le secteur de la sécurité, du terrorisme, etc., la protection civile et tout, ça suffit comme mission. Qu'on nomme un ministre délégué
auprès du ministre de l'Intérieur, capable d'utiliser l'administration territoriale, gouverneur, préfet, sous-préfet, etc., pour faire son travail, mais que ce soit une personnalité de la société civile, indépendante, une personnalité, un retraité de l'armée, officier supérieur, un grand universitaire, quelqu'un qui fait consensus au Sénégal, en qui nous avons confiance. Et je vous jure que si on ne le fait pas en 2019, ces élections-là, il y avait, je ne sais pas, des milliers de candidats. 2019, sont des élections présidentielles. Ça risque de se passer avec énormément de difficultés, voire de problèmes, parce que ce qui s'est passé le 30 juillet ici au Sénégal, dans d'autres pays d'Afrique, aurait soulevé et des émeutes, créé des problèmes. Nous avons admiré notre peuple pour sa tenue et pour sa retenue, mais il ne faut pas trop tirer sur la corde. Êtes-vous sûr d'être entendu? Le président Macky Sall a félicité son ministre de l'Intérieur pour sa bonne organisation des élections. Il dit même que l'essentiel, sa coalition l'a obtenu, c'était de gagner. Est-ce que vous êtes sûr? Là, ça repose un autre problème. C'est un autre problème que nous avons avec le président Macky Sall. La Constitution du Sénégal, 5e République, donne trop de pouvoir au président de la République. Nous en discutons, nous voulons des changements. Mais en attendant d'en arriver là, il y a au moins des clauses qui font que le président de la République du Sénégal est supposé être le président de tous les Sénégalais. Président de tous les Sénégalais, on ne peut pas être le président de l'APR, le président de Benno Bokk Yakaar et le président de tous les Sénégalais. C'est comme dirait l'autre, défendre ou aller avec une partie des Sénégalais contre l'autre partie des Sénégalais. Nous voulons, nous, un président qui soit au-dessus de la mêlée, qu'il donne des conseils à son parti, que son ancrage APR, tout le monde le sait. Qui peut douter que le président Macky Sall est membre de l'APR, fondateur de l'APR, etc., etc. Mais notre constitution dit qu'il ne peut pas occuper une autre fonction élective. Et il ne peut pas diriger une organisation, une association privée. Donc, qu'il soit le président de tous les Sénégalais, ça veut dire qu'il ne pouvait pas dire que les élections se sont très très bien déroulées malgré toutes les protestations et dire que l'essentiel c'était de gagner. Non, l'essentiel pour un président du Sénégal, c'est de clamer à la face du monde que nous sommes une exception démocratique en Afrique, respectée. Nous avons 1 siècle et demi d'histoire politique et électorale. Je suis fier que mon pays ait organisé des élections zéro contestation, que l'opposition se soit retrouvée comme la majorité qui m'est favorable, tous, et pour dire que ces élections étaient très bien organisées. C'est ça qui était essentiel, c'est ça qui devait être sa fierté. Question d'auditeur. Monsieur le ministre, quelle analyse faites-vous de ces élections législatives passées par rapport à votre propre participation? Et il s'agit de Baïdien. Et puis, il y a Abdoulaye Seydi qui dit « Votre message n'arrive pas à passer au niveau des masses laborieuses. J'ai l'impression que M. Gadio ne s'adresse qu'aux intellectuels dans ses prises de parole, alors que ceux-ci ne font pas le poids sur la balance électorale. » Lui, un autre auditeur qui dit « Mais est-ce qu'il ne faut pas se retirer finalement de la scène politique ?» Alors, si nous avons dit Sénégal d'Edem, justement, nous avons expliqué que nous vivons un monde où le langage défaitiste est un langage qui est en train de dominer un peu. De dominer par rapport au terrorisme. Beaucoup sont défaitistes, ils acceptent la fatalité, ils attendent la prochaine attaque. De la même manière que, comme l'a dit un peu notre compatriote, face à des situations difficiles, parce que le combat que nous menons, c'est comme disait l'autre, le combat où on déplace une montagne, c'est-à-dire pierre par pierre. Moi, que ça prenne 10 000 ans, ou que ça prenne 100 ans ou 10 ans, c'est la même chose pour moi. Je l'ai dit et je le répète. Jusqu'après ma mort, je continue de lutter pour le Sénégal et pour l'Afrique. Si je peux tout faire pour que le Sénégal soit digne et debout, que l'Afrique soit digne et debout, je le ferai. Vous n'êtes pas déçu par le résultat obtenu par votre coalition? Pas du tout. Vous savez pourquoi? Un député? Non, mais plus grave. Ce que je déplore, c'est que si on a des élections régulières, transparentes, démocratiques, on trouve vos bulletins de vote, on vote pour vous, et même si vous êtes absent du bureau de vote, vous n'êtes pas représenté, et que vous ayez 10 voix, que ces 10 voix soient comptabilisées en termes d'honnêteté des personnes qui font les procès-verbaux. Si on avait ça au Sénégal, on saurait, nous, combien on pèse véritablement. Mais on ne l'a pas. Il y a tellement de choses que vous pouvez contester dans la manière d'organiser les élections dans ce pays que vous n'arrivez pas à vous peser. Vous n'arrivez pas à savoir exactement ce que... Vous prenez 2 bureaux de vote ou 3, disons 2 centres de vote. Dans un centre de vote, vous avez vos mandataires, vous avez vos représentants dans le bureau de vote. Vous avez un bon résultat, une centaine de voix. Dans le bureau de vote d'à côté, les mêmes électeurs, avec vos partisans, ils vont là-bas, le soir, vous avez 3 voix, vous avez 4 voix. Pourquoi? Vos vérifications faites, vous n'aviez aucun représentant, vous n'aviez aucun mandataire. Le Sénégal n'a pas atteint ce niveau
où les élections vous permettent de savoir qui vous êtes et quoi vous pesez. Mais quel que soit Alpha, un député ou 10 députés, nous avons un message. Il y a quelqu'un qui a dit que nos discours étaient intellectuels. Je lui posais la question. Nous sommes les seuls à avoir dit, pendant cette campagne, une commune, 1 milliard. Pourquoi une commune, 1 milliard? La commune de Sokone, où notre tête de liste départementale, Petit Gueye, Moustapha Gueye, très respecté par les Sénégalais. Qui démissionne, qui revient sur sa décision. Non, mais personne n'a compris finalement. Mais symboliquement, c'était important ce qu'il a dit. Si moi j'ai été à Sokone, on a été le soutenir. Si vous voyez la relation fusionnelle que Moustapha a avec la population de Sokone, et la veille des élections, on vient distribuer massivement de l'argent et les populations ne votent pas en majorité pour lui, il avait des raisons d'interroger et de demander qu'ils renouvellent leur loyauté à son mandat, parce que sinon il semblait que son mandat était un peu compromis, remis en cause. Alors Sokone a 13 millions de francs CFA par an comme budget d'investissement dans la voirie, dans les canalisations, dans la construction de gares routières, etc., etc. 13 millions. Les meetings des partis politiques, particulièrement des partis de la majorité, peuvent dépenser 100 millions ou 50 millions ou 200 millions. Donc, conséquence, nous avons dit que l'État prenne 1 milliard. Nous avons 554 à peu près communes dans le Sénégal. Vous donnez 1 milliard par commune par an pendant 5 ans. Et vous aurez quoi? Le plan Marshall pour les territoires et pour les terroirs. Vous transformez des endroits du Sénégal où jusqu'à présent il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de douche pour se doucher, des pères, des parents sont embarrassés de vivre dans des maisons de ce genre. Ça, est-ce que c'est intellectuel? C'est concret. Mais dans le bilan de ces élections, vous n'avez pas de message à adresser à l'opposition? Est-ce qu'elle ne doit pas faire son autocritique aussi? Alors, l'opposition, mais Mamoudou, là encore... Qui est d'ailleurs diverse. Voilà, l'opposition est diverse. Nous avons prôné la troisième voie parce qu'on ne se reconnaissait pas dans la démarche de l'opposition et dans les tiraillements, les bagarres de positionnement, etc. De la même manière qu'on ne se reconnaissait pas dans la coalition majoritaire, Benno Bokk Yakaar, que nous avons fréquenté d'ailleurs un moment dans le mandat du président Sall. Nous avons décidé d'aller pour une troisième voie parce qu'on s'est rendu compte que dans le monde, les gens étaient en train de se démarquer des partis traditionnels, de leur façon de faire de la politique, etc. Il y a un mépris collectif qu'on veut utiliser pour enrober et prendre tous les hommes politiques ensemble. Nous ne voulons pas faire partie de ce mépris collectif. On ne veut pas faire partie de ce naufrage collectif de la classe politique. Mais le peuple a tendance à voter utile, hein? Justement, surtout au Sénégal. Mais justement, c'est que les grandes causes ont toujours été défendues par des minoritaires. Et l'histoire des grandes causes, c'est l'histoire des minoritaires. Quand Nelson Mandela a commencé ce combat et qu'il a fait 27 ans de bagne et de travaux forcés, si Mandela avait des doutes et ne menait pas le combat qu'il a mené, on n'aurait jamais eu ce qu'on a eu. C'est lui qui dit, Mandela, c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Les Sénégalais peuvent penser que le type de discours que nous avons, et ils saluent notre vision, ils se félicitent de notre vision, et après ils vont voter pour des politiciens purs et durs, traditionnels, qui la veille sont passés donner 10 000 francs ou 15 000 francs. Je ne passerai jamais dans aucune maison pour donner des 10 000, 20 000 pour demander qu'on vote pour moi. En revanche, je ferai tout pour que ça prendra le temps que ça prendra pour que mon message soit compris. Parce que c'est comme ça que je vois la renaissance du Sénégal, c'est comme ça que je vois l'avenir de l'Afrique. En disant aux Sénégalais, je vous donne rendez-vous en 2019 à la présidentielle, vous êtes candidat. Je pense que c'est un peu trop tôt de sortir d'une évaluation. Aujourd'hui, on a une longue réunion de bilan et d'évaluation. Nous sommes dans la dynamique, de nos personnes disons, le Sénégal est plus grand que moi. Le Sénégal est plus important que nos personnes, nos destins individuels et nos ambitions. Si les conditions sont réunies, si nous mettons en place propre la machine qu'il faut, si nous avons ce sentiment que c'est cela que veulent les Sénégalais, rien ne nous empêche de le faire parce que nous ne croyons pas au délit d'ambition. Alors là, oui, je suis candidat, c'est ce que vous dites. Je répondrai à cette question. Est-ce que je peux vous donner un rendez-vous? Et si vous voulez, on tient le rendez-vous. Oui. Nous voulons faire, pendant 1 an, un travail sur le bilan de ces élections, un travail pour mieux comprendre la direction que veut prendre ce pays et que veulent prendre nos compatriotes. Et dans 1 an, si vous voulez, on se donne rendez-vous, on sera à 6 mois des élections présidentielles et nous vous dirons notre décision. Très bien. Et ce ne sera pas une décision individuelle, mais une décision collective. Khalifa Sall, maire de Dakar, élu député alors qu'il est en détention. Certains disent, en tout cas, ses avocats demandent sa libération en tenant compte de cette nouvelle donne. Le ministre de la Justice précise qu'il est détenu pour des faits relevant de sa fonction de maire. Vous dites quoi? Moi, vous connaissez ma position. J'ai lancé plusieurs fois des appels
en disant que personne au Sénégal, personne, ne peut une seule seconde penser que si Khalifa Sall avait une liberté provisoire, qu'il allait fuir son pays, qu'il allait prendre un avion ou qu'il allait par la route essayer de s'échapper. Je suis convaincu qu'on peut rendre Khalifa à sa famille, à ses amis, à son parti, à ses sympathisants et continuer la procédure qui est en cours et la mener, cette procédure jusqu'à son terme. Rien ne justifie cette détention provisoire en termes de crainte que Khalifa puisse essayer de se soustraire à la justice. En plus maintenant du fait qu'honnêtement, si le gouvernement faisait un sondage, l'écrasante majorité des Sénégalais croient que c'est une affaire essentiellement politique. L'écrasante majorité des Sénégalais. Et pour que le gouvernement puisse se conformer à la vision justement de nos compatriotes, mais qu'on libère Khalifa Sall, qu'on le laisse retourner encore une fois parmi les siens, parmi ses parents, ses amis. C'est très émouvant, très touchant ce qui se passe. En plus du fait qu'on le retient là-bas et il obtient le grand score qu'il a obtenu. Certains même pensent qu'il a peut-être gagné la ville de Dakar. Voilà, au total, je pense que la méthode n'est pas efficace. Ouais. Et si on veut punir dans des cas comme ça, si on avait une dizaine de maires ou une vingtaine de maires, y compris des maires du parti au pouvoir ou de la majorité dominante, et des maires comme Khalifa et d'autres maires indépendants, les gens auraient dit non. C'est le grand nettoyage à grande eau des écuries d'Oja, ok. Mais que ce soit Khalifa, qui soit vraiment comme ça, pointé du doigt et mis dans les conditions où il est mis, c'est très pénible. Et l'atmosphère est lourde dans le pays. Le président Macky Sall, on peut lui lancer cet appel. Oui. C'est notre frère. Vous savez qu'on a d'excellentes relations humaines. Oui. S'il peut peser de tout son poids, sans forcément s'ingérer dans les affaires de la justice, ce serait très bien qu'on puisse obtenir que Khalifa soit libéré. Vous dites que l'atmosphère est lourde, Cheikh Tidiane Gadio. Un débat au relent ethnique ou ethniciste pollue l'atmosphère politique et sociale sur la base de votre expérience d'homme politique ayant joué un rôle diplomatique dans les crises ivoiriennes, mauritaniennes, malgaches, pour ne citer que celle-là. Quelle réflexion avez-vous d'un tel débat au Sénégal? Très rapidement. Je suis très malheureux. Et j'ai entendu des propos plus que révoltés qui je ne pouvais pas croire en ces propos qu'ils puissent être tenus au Sénégal. À mon avis, c'est une des manifestations les plus dangereuses de l'état un peu de l'atmosphère dans le pays. Du fait qu'on a besoin, encore une fois, d'un vaste mouvement de rassemblement des Sénégalais et de réconciliation nationale. Mais justement, on a tendance dans ce genre de situation à jeter la pierre au bas peuple, si vous permettez l'expression, mais on semble oublier l'intelligentsia. Absolument. Le constat est que les guerres ethniques et autres génocides ont été théorisés par des élites politico-intellectuelles. Ne faudrait-il pas tirer la sonnette d'alarme à l'endroit de l'intelligentsia sénégalaise qui est en train d'entretenir et de nourrir ce débat malsain et dangereux? Moi, président de la République du Sénégal, j'aurais pris la parole. Je me serais adressé à mon pays. Le président Macky Sall doit parler. Il doit parler au Il Sénégal. Est en vacances. Il est en vacances. Quand il reviendra de vacances, quand les conditions seront réunies, qu'il s'adresse aux Sénégalais pour leur dire c'est inacceptable. C'est même pas des questions de texte, de constitution et autres. C'est plus fort que cela. Nous sommes un peuple qui a été modelé par l'histoire. Nous nous sommes mariés entre nous. Nous nous estimons, nous nous respectons. Nous constituons la nation sénégalaise, l'entité. Quand vous parlez dans un aéroport à Kigali ou à Abidjan, quelqu'un vient de vous avez l'accent sénégalais. C'est que quelque part, nous avons une identité commune qui fait notre fierté. Les El Hadj Oumar Foutiyou, les Maodo Malick, les Ahmadou Bamba, les Cheikh Ibrahima Niass, l'Imam Laye, toutes les grandes maisons, Ndiassane, Thiénaba, Medina Gounass, ça c'est les grands guides religieux. Hyacinthe Thiandoum. Hyacinthe Thiandoum, mon grand frère, le cardinal Adrien Sarr, premier cardinal africain. En plus, vous avez Pire, la grande université de Pire. C'est un beau pays, c'est un grand pays. Je dis toujours en Wolof, il y a le touti le Sénégal, boulen touti le Sénégal. Respectez le fait que Dieu a mis quelque chose de spécial, de spécifique. Blaise Diagne, Ngalandou, Cheikh Anta Diop, Léopold Senghor, Abdoulaye Ly, Mamadou Dia, si je cite Kéba Mbaye, je peux citer une longue liste de fils et de filles du Sénégal qui ont fait le bonheur de ce pays et l'honneur de l'Afrique. Que les gens se ressaisissent.
que les gens refusent d'être entraînés. Il y a trop de contributions qui répondent à une contribution et on envenime le débat et tout ça. En tout cas, moi, on ne me prendra pas à ce jeu. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime le Sénégal et tous les Sénégalais, sans aucune distinction. Sénégal rek, comme dirait l'autre. Sénégal dem ci kanam rek. Éducation, maintenant, on a 3 minutes pour en parler. Cheikh Tidiane Gadio, les examens de fin d'année ont été marqués par la fraude et la triche. Des épreuves du baccalauréat ont été reprises même. Quelle note donneriez-vous à l'organisation des examens cette année un peu comme l'organisation des élections. Je ne veux pas faire de parallèles malheureux, mais notre pays, Senghor, vous vous rappelez la bataille de Senghor, organisation et méthode. Organisation et méthode, et certains anciens disent qu'il ajoutait essence de la rigueur. Il y a des choses qui nous échappent. Il y a une culture de crise qui s'est installée dans le pays où il y a des valeurs fondamentales. Vous, peut-être, nous, notre génération, regardez la feuille du voisin, c'était impensable. On préfère parfois pleurer à chaudes larmes. Le maître vient nous demander qu'est-ce qui se passe. Il dit, j'ai une fuite de mémoire, j'ai perdu, je ne me rappelle plus le reste de la leçon. Le maître peut vous prendre même, il est attendri, il vous prend dehors, il vous fait réciter le truc et vous revenez dans la salle pour continuer. Mais tricher. Oui, tricher et aussi des fuites organisées. Oui, acheter des épreuves et organiser la fraude. Ouais. C'est une sorte d'économie politique de la crise et de la fraude et de la débrouillardise pour essayer d'éviter le comportement rigoureux, le courage, l'ardeur au travail et tout ça. Là encore, ceux qui dirigent le pays, la direction d'un pays, c'est un tout. Ils ont la responsabilité morale de contribuer à relever le niveau moral de ce pays. Interpeller les parents qui ne passent plus de temps chez eux, qui ne sont pas avec leurs enfants, qui ne les encadrent pas. Les maîtres de l'époque, moi quand je tombais malade, 24 heures, mon maître passait à la maison pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Avez-vous une solution à préconiser pour l'éducation dans sa vision et sa mise en œuvre? Si on avait eu plus de 3 minutes, je l'aurais fait. Moi, j'ai proposé encore une fois que le président de la République accepte que sa vision globale de l'éducation soit articulée, organisée, déployée par un grand ministère de l'éducation, où nous mettons de grands moyens. Vous le savez, notre leitmotiv en tant que parti politique Louis Jotna, c'est nourrir, éduquer, soigner, construire les infrastructures pour libérer l'énergie des Sénégalais et leur permettre que chacun puisse se réaliser. Donc l'éducation, c'est un domaine d'investissement prioritaire, que personne ne dise que c'est du social, c'est plus que du social. Donc un grand ministère de l'éducation, avec une vision claire, une articulation claire, qu'on n'ait pas des facultés où il y a 3000 étudiants qui étudient le portugais et des facultés où on a 100 étudiants qui font ingénieur en agronomie ou ingénieur génie civil. Ça n'a aucun sens qu'on rééquilibre tout ça et que nos jeunes aussi sachent que quand ils finissent leurs études, des dispositions sont prises pour les accompagner. Mais être diplômé chômeur aussi, c'est extrêmement grave. Et être diplômé aussi est préparé à être créateur d'emploi et non demandeur d'emploi. Ça aussi, c'est bien. Donc, il y a du travail à faire. Merci, cher Tidiane Gadio. C'est une bonne chute. Vous êtes journaliste. Ou vous l'aviez été. Absolument. Cher Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, leader du mouvement panafricain et citoyen Louis Jotna, député élu sur la liste du pôle alternatif 3e voie Sénégal d'Aïdem. Cher Tidiane Gadio a décidé de siéger à l'Assemblée nationale. Merci d'être venu à l'émission Le Grand Jury. Merci, Mahmoud. Présentée avec un immense plaisir par Mahmoud Ibra Kane. Saliou Dem à la technique, digital manager Maguette Koulibaly. Merci, bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain.